Imagine un endroit où personne ne vient te casser les couilles. C'est comme ça que Benjamin Stasulis décrit la piscine. Alors Benjamin, c'est un ancien nageur olympique aux Jeux de Pékin, ancien membre de l'équipe de France. Aujourd'hui directeur d'un club de 3200 membres en Suisse, de Lausanne Aquatique. Et il a une conviction, on joue au tennis, on joue au foot, mais on ne joue pas à la natation. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié que la natation, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu de plaisir, un endroit où tu débranches tout. C'est enfin un endroit où tu peux être tranquille 30 minutes, 45 minutes, dans un monde où on est sursollicité en permanence. Benjamin a compris ça très tôt, à travers une expérience assez particulière, tu le découvriras pendant l'épisode. Et en 5 ans, il a multiplié par 5 le nombre d'adultes qui nagent pour le plaisir dans son académie. Et il explique en quoi le fait de nommer ça une académie de la natation n'est pas tout à fait pareil et n'a pas le même impact que l'école de natation. Et les adultes, ça va de l'aquaphobe jusqu'aux champions internationaux. Tous dans les mêmes bassins et on verra que c'est important. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation avec clarté. Moi c'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné de sport, d'endurance et de pédagogie aquatique. Dans cet épisode passionnant, Benjamin nous raconte, nous partage comment il a transformé son club, comment il a organisé l'édition des 24 heures de Lausanne, que pendant cet événement, 1500 personnes ont nagé nuit et jour, comment il attire aussi les meilleurs nageurs du monde avec la Lausanne Sweep Cup en mars prochain. D'ailleurs, les liens sont en description si tu veux accéder à la billetterie, car un tarif très avantageux. Mais surtout, on échange, on discute sur le pourquoi la natation doit revenir un jeu, pourquoi le plaisir est si important en natation. Alors si cet épisode résonne en toi, abonne-toi et partage-le, parce que cette vision de la natation, comme le vit Benjamin, elle mérite d'être entendue. Et d'ailleurs, dimanche à 10h, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, un vlog exclusif de mon déplacement à Lausanne sort là-bas. Tu verras les coulisses de cette rencontre, les bassins, l'ambiance. Tu verras que la Vaudoise Arena est ouf. J'ai essayé de mettre ce que la caméra ne capte pas dans un podcast audio. J'espère que ça vaut le détour. Maintenant, on plonge dans l'épisode et on écoute Benjamin. Tu verras, c'est passionnant. Bonne journée. Bonjour Benjamin, bonjour. Comment vas-tu ? Bonjour Théo. Écoute, tout va bien. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté et de me recevoir dans ce très bel écrin. Tu en parlais tout à l'heure en off. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Benjamin Stasulis. Je suis un ancien nageur de haut niveau et maintenant, je suis directeur du Lausanne Aquatique, ici en Suisse, à Lausanne. Merci. Et vous avez la chance d'être dans un superbe établissement ? Exact. On est ici présent à la Vaudoise. C'est un naming, c'est une patinoire et un centre aquatique qui a été ouvert ici en 2022. C'est le siège maintenant de notre association, le club Le Lausanne Aquatique. Ok. On va parler de plein de choses. Comme souvent, on va faire des digressions, mais c'est ça qui est passionnant dans ce genre d'échange entre passionnés. Mais le point de départ, pourquoi je t'ai contacté, c'est qu'il y a quelques temps, vous avez organisé les 24 heures de Lausanne. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, c'est très, très simple. Pour nous, c'est un événement phare pour le Lausanne Aquatique qui a été créé il y a maintenant 40 ans. Parce que cette année, en 2025, on a fait la 40e édition, donc l'anniversaire de cette édition et de cet événement. L'événement est simple, c'est un événement populaire, ouvert à tous, qui a été toujours organisé en étroite collaboration avec la ville de Lausanne, justement pour encourager la pratique du sport et la pratique du sport pour tous. Donc certes, la natation, c'est pas le sport le plus accessible de tous. Le club, à l'époque, avait dans les années 80, dans les années 80. Attends, je traduirai s'il faut. Ouais, c'est vrai. Donc c'est 80, dans les années 80. La ville a sollicité le club, le Lausanne Natation anciennement, pour justement encourager cette population à découvrir une pratique sportive et par le biais de la natation, ces 24 heures sont nées. Donc le concept est simple, c'est nager 24 heures, plus longue distance possible, vous avez 24 heures. Ce qui est fait, c'est coup d'envoi à 14 heures, en général le samedi, et ça finit le dimanche à 14 heures. Et l'événement est cool parce que vous pouvez nager durant ces 24 heures, en pleine journée, mais surtout la nuit, où habituellement on a l'habitude de dormir. Et là, vous pouvez nager dans une piscine avec un peu de lumière, un peu de musique. Et vraiment, c'est ouvert à tous. Donc, dès lors où vous savez nager 25 mètres, on vous accueille à bras ouverts. Donc, les tout petits et les plus âgés peuvent y nager. Ça, on m'a fait sur ce concept-là un défi sportif
pendant 37 éditions. Depuis mon arrivée, on a fait évoluer l'événement pour qu'il soit encore plus populaire. On a encouragé le défi sportif, mais aussi caritatif. Donc, ce qu'on a fait depuis 2022, on est les parrains d'une fondation. Et si vous voulez, les gens aujourd'hui, au-delà du défi sportif, peuvent aussi aider une cause que Lausanne Aquatique a choisie. Et donc cette année, on nage pour la planète enfant la Fondation Planète Enfants Malades. Donc voilà, c'est des enfants qui sont à l'hôpital et qui ont des soucis de santé. Donc voilà, on nage aussi pour ces enfants qui sont un peu malades. Donc on les aide. Donc chaque kilomètre parcouru génère une cagnotte et le Lausanne Aquatique reverse sous forme de donation à cette fondation. C'est le principe des 24 heures qui a bien évolué depuis, excuse-moi, je te couperai, on avoisine les 1500 participants. Cette année, c'était une année de record. On a fait 1500, un peu plus de participants, de nageurs durant ces 24 heures. Ça a commencé dès 3 ans. On avait même une grande maman ou un grand papa qui avait plus de 80 ans et qui a nagé la nuit. On avait 4600 km parcourus, donc on a reversé 4600 km. En tout et pour tout, sur les 1500 participants, on a reversé 4600 francs à la Fondation Planète Enfants Malades. Grosso modo, ça doit faire du 4800 euros. Oui, pardon. Il y a quelques temps encore, c'était 1 franc égale 1 euro. Maintenant, les choses ont un peu évolué, mais c'est, disons, 5000 euros. Oui, j'ai payé un café ce matin. Donc j'ai de de chance un peu du jour. Je le dis tout le temps de partager les épisodes parce qu'il faut que le podcast se fasse connaître et tout. Mais là, aujourd'hui, il faut partager l'épisode pour faire connaître cette association, pour aider cette association. Voilà, ça va au-delà de SwimSmart. C'est pour aider cette association. Donc, n'hésitez pas, vous qui écoutez, à partager cet épisode. C'est important. Je me posais une question sur les 24 heures. Est-ce qu'il y a un moment, la piscine était vide ou vous avez réussi à tout le temps avoir du monde dedans? Non, déjà, elle n'est pas vide parce qu'on a tous ces bénévoles qui nous aident. Ça représente pas loin de 150 bénévoles qui sont présents durant les 24 heures. Donc, on a plusieurs postes pour ces bénévoles entre le comptage des longueurs, parce que sur les 24 heures, finalement, on a mis des lignes de niveau et des personnes sont là aujourd'hui. Ils ont des personnes qui nagent, donc il y a des nageurs avec des bonnets, on leur met des numéros et des personnes qui sont en face d'eux pour compter les longueurs. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a jamais personne dans ce bassin et pour le moment, dans les 5 éditions que j'ai vécues, je n'ai jamais vu personne dans les lits. Même au milieu de la nuit, c'est assez impressionnant. Sur le 1h, 5h du matin, le concept est très sympa parce que le bassin est dans le noir, dans l'obscurité. Bon, on met un peu de musique, on met des lumières d'ambiance. La lumière, c'est un peu tamisé, mais c'est très sympa. Et finalement, il y a pas mal de monde. Il n'y a pas 2000 personnes qui nagent la nuit, mais entre 50 et 100 personnes, entre 1h et 5h du matin, c'est ce qui se passe. En début de carrière, j'ai surveillé dans des piscines, il y avait moins de personnes sur tout un dimanche, donc 50 personnes. Chouette. Mais pour moi, c'est hyper impressionnant la ferveur des Lausannois et Lausanne Région, parce que Lausanne, c'est 200 000 habitants et sa région encore un peu plus. C'est impressionnant. On vient de terminer la 40e édition. Les gens nous demandent quand est-ce qu'est la prochaine. Ils veulent déjà revenir. C'est 1500 personnes qui viennent nager, de tout âge, comme on l'a dit avant. Mais cette ferveur de cette manifestation, de cet événement, les gens l'adore et voilà, ça a clairement évolué et on va maintenir cet événement pour moi qui est indispensable dans une vie associative et dans la vie du Lausanne. Alors on y reviendra plus tard. Je voulais tester aujourd'hui de faire un petit teasing de tout ce dont on allait parler et expliquer pourquoi je t'avais demandé de venir à mon micro. C'est parce que moi je suis persuadé que le plaisir doit être au centre de la natation et que la piscine est un des rares endroits où tous les niveaux se côtoient. Donc là, vous avez les 24 heures de Lausanne avec le côté famille, enfants, tout le monde. Mais vous avez aussi une compétition internationale, qui a bientôt lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un mot avant qu'on développe plus tard? Oui, volontiers. L'essence même du club, aujourd'hui, qu'est le Lausanne Aquatique, c'est de pratiquer une discipline sportive ou un sport aquatique. Et dans son ADN de club, il y a évidemment le sport pour tous, le sport loisir, d'où la création de ces 24 heures. Donc c'est évidemment une grande partie de notre association, parce qu'aujourd'hui on est 3200 membres qui évoluent sur ces 4 sections sportives. Et même moi, aujourd'hui, nager pour le plaisir, c'était l'idée. Mais voilà, ça c'est sur une partie de notre population, une partie de nos membres. C'est 2500 membres qui évoluent sur une partie de loisirs. Et après, on a ces 500 compétiteurs qui composent
ces 4 sections. Donc, on a la natation artistique, la natation de compétition water polo et le plongeon. Et justement, pour dynamiser ces sports et donner envie aussi à ces nageurs, parce que là, on a créé cet événement qui est la Lausanne Swim Cup, justement plutôt axé natation de compétition, mais on a aussi des événements sur les autres sections, certes de moins grande envergure. Voilà, c'est des sports moins médiatiques, c'est des sports de niche, mais la Lausanne Swim Cup a été créée donc en 2017 de mémoire, avec la vocation de faire d'un meeting international ici à Lausanne, capitale olympique. Et moi, j'ai eu la chance de concourir moi en tant qu'athlète. J'avais fait la première édition. Donc, le hasard de la vie est drôle parce qu'il y a 10 ans, j'étais nageur. Il y a 10 ans plus tard, je l'organise. Donc, c'est assez drôle. Mais le concept est simple, c'est de mettre les meilleurs nageurs du monde ici à Lausanne et justement pour dynamiser cette natation locale, mais pas que. D'accord. Bon, les meilleurs nageurs du monde, mais moi, j'ai pas reçu d'invitation pour nager ce week-end. Donc, il y a les meilleurs nageurs du monde sans moi. Il y a quand même le passage de la frontière, les invitations, elles ont de la peine à venir, je crois. Voilà. Donc, on va parler de ces 2 événements parce que ça montre bien toutes les valeurs et tu as placé le plaisir aussi. Avant de se lancer dans le grand bain, comment toi, tu as découvert la natation? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, en fait, j'aime pas trop la raconter, mais je vais la raconter quand même, cette histoire. Non, mais voilà, j'étais un enfant hyperactif, que je suis toujours d'ailleurs. Donc pour essayer de me cadrer et de me calmer, mon père avait la bonne idée de m'amener à la piscine. Et voilà, l'eau était un peu froide, l'eau n'était pas comme je voulais. Et je n'arrêtais pas de pleurer. Et du coup, mon père m'a jeté dans l'eau, ce qui se fait beaucoup en Suisse, très peu maintenant, mais c'était une méthode d'enseignement. On jetait les enfants voilà, qui ne savaient pas nager dans l'eau. Et c'était le seul moyen qu'il avait trouvé de me faire taire. Donc j'ai commencé comme ça. Voilà, mon papa, c'est pas très drôle, mais j'ai finalement adoré. Donc je disais pleurer. Après, je retournais à la piscine sans pleurer. Et finalement, voilà, c'est ce plaisir d'être dans l'eau. Voilà, un peu immergé, où il y a pas de bruit finalement quand on a la tête sous l'eau. Et ce petit moment qui m'a fait du bien, et gentiment, voilà, j'ai commencé à y aller 1 fois, 2 fois à la piscine, simplement pour découvrir ce milieu aquatique, et après des rencontres. Je me suis un copain, 2 copains avec qui on habitait en région parisienne, et finalement c'est tous ensemble qu'on a commencé à nager. Et après on a intégré un club. Et rapidement après, le niveau de performance a évolué. Rapidement, j'ai commencé à nager correctement, et après nager un peu plus vite. Et le plaisir, il a toujours été au centre de ta pratique, ou au bout d'un moment, avec le nombre d'entraînements, avec les heures d'entraînement, avec les compétitions, tu t'es un peu détaché du plaisir? Comment répondre à cette question? Le plaisir, c'est clair. J'ai toujours mis ça pas en objectif, mais d'avoir du plaisir à venir. C'est clair que il faut se réinventer au quotidien. Mais pour moi, aujourd'hui, certes, j'aimais la sensation d'être dans l'eau, cette glisse, toutes ces choses, mais il y a d'autres éléments et d'autres aspects qui me faisaient prendre du plaisir. Voilà, moi, j'ai toujours évolué, disons, en meute. J'ai eu la chance de m'entraîner à Marseille. On était entre 20 et 30 nageurs. On avait 3 ou 4 coachs. Enfin, voilà, cet esprit d'équipe et ce gros groupe qui me faisait aussi venir à l'entraînement. Donc, la notion de plaisir, dès lors où elle n'existe plus, il faut changer. Mais pour moi, ouais, c'était clair que je venais à l'entraînement parce que j'avais beaucoup de plaisir à y être. Tu étais encore en contact avec ceux de Marseille? J'ai encore beaucoup de contacts avec. On a un groupe des anciens nageurs de Marseille où voilà, on se raconte la pluie et le beau temps, et on s'envoie bien souvent des conneries. Mais voilà, ça c'est le premier lien. Après, avec certains plus d'affinité que d'autres, mais de manière générale, ouais, j'ai encore beaucoup de contacts avec tous les nageurs de. J'avoue que c'est une question un peu orientée parce qu'à la fin du mois de juin, je vais à Marseille. D'accord. Et voilà, s'il y a moyen de visiter et d'interviewer des gens du cercle des nageurs marseillais qui sont... Voilà. Et surtout que j'aurai une stagiaire, parce que pour cette année, il y a une stagiaire qui a fait la demande de faire un stage chez SwimSmart, qui veut travailler dans la communication, dans les sports. J'aimerais bien profiter de ça pour lui montrer qu'il y a différentes façons de vivre de sa passion. Et j'ai fait le lien avec toi, parce que c'est quand même un peu préparé. Toi, ta passion, elle a évolué au fil du temps? C'est clair qu'elle a évolué, parce qu'au début, c'était on y allait pour passer un moment ensemble. Après, le plaisir, la passion a évolué parce que les résultats sont venus. Donc, j'ai quitté la région parisienne, un tout petit club où je m'entraînais 4 fois semaine. Après, j'ai intégré un club en Alsace, le Mulhouse Olympique Natation. Et voilà, j'étais autour de champions d'exception déjà, avec Roxana Maracineanu, qui était la première femme championne du monde en natation. Donc voilà, c'est le plaisir qui
qui était constant et qui a fait que évoluer, parce qu'être au contact de ses meilleurs, finalement, j'avais envie de faire comme eux, quoi. Je m'entraînais plus 4 fois semaine, mais m'entraînais 6, 7. Finalement, je m'entraînais 11 fois avec eux par semaine. Donc à Mulhouse, voilà, j'ai pas énormément nagé, mais ça m'a servi sur ma carrière en entier. Parce que voilà, ça m'a créé une base de fonctionnement pour pouvoir m'en servir par la suite avec d'autres méthodes d'entraînement entre Paris et Marseille ou Amiens. Voilà, autant de clubs que j'ai fréquentés, mais ouais, le plaisir il a grandi au fur et à mesure des années avec des ambitions, des objectifs différents. Mais voilà, après, pour être totalement transparent, tous les matins, quand on nageait à 6h à Mulhouse, il faisait -5 dehors et il y avait de la neige, il y avait 1 mètre de neige dans les années 2000. Voilà, j'avais pas beaucoup de plaisir à aller nager, mais on trouvait toujours voilà, une façon d'en prendre. Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que il y a plein d'auditeurs du podcast qui disent qu'ils prennent pas de plaisir en nageant. Alors déjà, le plaisir, il n'est pas tout le temps. Quel conseil tu donnerais pour justement essayer de chercher ce plaisir, de le retrouver? Pour moi, la première des choses, c'est de le voir comme un jeu. C'est un peu du plagiat ce que je vais faire, mais il y a un copain qui s'appelle Camille Lacour qui cite toujours ça dans les interviews, et je trouve très bien, ça résume la situation, qui dit on joue au tennis quand on joue pas à la natation. Et en fait, l'idée pour moi, c'est on joue pas parce qu'on n'a pas vraiment d'adversaire quand on vient nager par nous-mêmes, mais finalement de le voir comme un jeu. Voilà, on se lance un défi de faire 25 mètres avec un nombre de coups de main. Enfin, on trouve des objectifs à l'intérieur d'une séance de natation. Ah voilà, on prendra forcément du plaisir si on détermine une activité un peu cool. Et puis, du coup, il faut pratiquer. Si on attend que le plaisir soit là pour aller nager, il y a peu de chances que ça marche. Ouais, exactement. Mais on en discutait un peu en off. Voilà, la pratique de la natation, c'est pas le plus simple des sports. Voilà, si vous savez pas du tout nager, vous allez pas du tout à la piscine, parce que vous pouvez mettre la tête sous l'eau et faire le bouchon. Donc c'est pas terrible, mais commencez par un peu de technique. Voilà, vous faites aiguiller par une personne, un nageur, un ancien nageur, ou une personne qui a un peu de compétences et d'expérience, qui vous aiguille sur comment mettre la main à gauche, à droite, l'orientation du coude. Et à partir de là, vous allez rapidement vous voir progresser. Parce que la technique, c'est une base, mais ensuite, après, il faut mettre un peu de physio-up. Mais voilà, commencez par un peu de technique. On vous aiguille et après, rapidement, vous allez prendre du plaisir, parce que vous êtes finalement seul, livré à vous-même. On vous parle pas. C'est le seul moment de la journée où on vous parle pas. Donc, profitez-en pour être dans l'eau, parce que du coup, vous n'êtes pas sollicité. Vous êtes voilà, un peu dans un moment où vous pouvez méditer, voilà, refaire une journée, imaginer plein de choses. Mais voilà, vraiment commencer par là, parce que sinon, ça va être compliqué. Et le plaisir ne viendra pas. Oui. Et se faire orienter, guider, c'est top. Tu n'as pas cité le podcast, c'est aussi une façon d'être orienté et guidé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de conseils techniques dans chacune des rencontres, dans chacun des épisodes. Est-ce que toi, tu arrives à déterminer un élément technique qui t'a permis de faire la carrière que tu as eue? Ça c'est clair, mais c'est bien souvent voilà, aiguillé par les entraîneurs qui m'ont fait évoluer, quoi. Donc voilà, techniquement, il y a beaucoup de choses entre le moment où tu apprends les premiers gestes, ou les premiers coups de bras, les premières choses, et entre disons, mes plus hautes performances, il y a beaucoup de choses, d'éléments techniques qui sont entrés en ligne de compte. C'est un peu comme si on compare avec la mécanique. Voilà, on fait un peu de vidange, un peu de rouage des pneus, des roues et compagnie. Enfin, toutes ces choses évoluent au fur et à mesure, mais c'est clair que la façon dont je nageais au début et à la fin n'est pas tout à fait la même. Certes, pour une personne, ça reste du dos, on tourne les bras en dehors et dans l'eau, mais voilà, la prise d'appui, la fixation du coude, autant de choses qui ont évolué au fur et à mesure des années, encore une fois, pour être de plus en plus productif dans l'eau, et l'avancement, enfin, toutes ces choses qui sont des évolutions techniques. J'ai eu la chance d'échanger avec Clément Mignon, justement, sur le côté technique. Et lui, il me disait qu'un des éducatifs qu'il avait plus fait travailler, qu'il avait plus fait dans sa carrière, c'était le rattraper et toutes ses variantes pour travailler toute cette glisse qui l'a beaucoup aidé. Est-ce que toi, tu as un autre exercice qui te reste un petit peu, ou soit parce que l'a tellement fait que tu en fais des cauchemars maintenant? Non, il y a des exercices que j'aimais bien faire, d'autres un peu moins, mais qui me faisaient bien évoluer. Sans dire que j'étais traumatisé, mais j'ai passé quelques heures attaché à un poteau à faire en dos. Donc on attachait bien souvent en élastique, et on faisait des exercices techniques accrochés au mur. Donc on se déplaçait même pas, on avait un élastique de contre-résistance, donc on était sur place, et du coup on avait le coach qui était juste au-dessus, et on faisait
un bras, deux bras en dos. Enfin, on travaillait la prise d'appui, c'est autant d'exercices que je faisais des heures et des heures par semaine. Donc ça m'a pas traumatisé, mais c'est autant d'exercices. Il y en a des milliers, mais c'est vrai que voilà, le rattraper en crawl, on le faisait beaucoup. Rattraper en dos aussi, c'est autant d'exercices qu'on faisait. Le un bras. Après, on sortait les doigts de l'eau. Beaucoup d'exercices que je faisais en dos, c'était un peu comme un musicien, c'était mes gammes. Moi, j'aimais bien répéter le geste avant une épreuve. Au niveau des sensations, je répétais vraiment ce que j'allais faire après, sans mettre forcément de vitesse ou de force dans l'eau, mais c'est autant d'exercices que j'aimais bien répéter. J'en avais 3-4 que je faisais avec les palmes, sans les palmes, et après on était opérationnel pour nager vite, quoi. Du coup, j'ai interviewé des champions du monde, des champions olympiques, des experts, des Du coup, c'est pas bon, alors je suis pas champion du monde. On Oui. s'arrête là, alors. Ouais, non, mais j'y viens. Et j'ai interviewé aussi des gens, entre guillemets, normaux qui font des choses extraordinaires. Et tous m'ont parlé de ce côté répétition. Et moi, je suis persuadé aussi en tant qu'entraîneur qu'il faut être répétition. Mais tout de suite, le côté répétitif, dans la tête des gens, c'est un peu contradictoire avec le plaisir. Est-ce que toi, tu trouvais du plaisir quand tu fais répéter tes gammes? Évidemment, parce que de cette répétition amène la maîtrise. Donc, finalement, à force de répéter quelque chose, on le maîtrise. On maîtrise quelque chose. Donc, pour moi, voilà, je trouvais pas ça rébarbatif, mais c'est clair que de répéter 100 fois, 200 fois le même geste, ça peut le devenir. C'est pour ça qu'il faut constamment se réinventer. Avoir un geste, oui, mais comment finalement travailler la même chose? Il y a une multitude d'exercices. Aujourd'hui, il y a une richesse, enfin, il y a une mine d'or sur les réseaux sociaux avec toutes ces vidéos, mais qu'on avait beaucoup moins à l'époque. Finalement, il faut se déterminer l'objectif et trouver un moyen d'y arriver à cet objectif qui finalement reste le même, indépendamment de comment on travaille. J'espérais bien que tu avais répondu ça parce que ça fait la transition avec l'autre partie. C'est que du coup, il faut pas voir la répétition comme je fais les mêmes choses, mais comme un outil pour réussir quelque chose, pour réussir son objectif. Pour donner un sens à l'exercice éducatif. C'est pour ça aujourd'hui au sein du club, au sein du Lausanne Aquatique, finalement, on a cette casquette d'être un club d'enseignement de natation, enfin de l'école de natation sans matériel, en eau profonde. Voilà, c'est une méthode pédagogique en France. Et je tairai le nom de cette personne qui a créé une méthode. Et je dis pas qu'elle est bien ou elle est mal, mais finalement, pourquoi s'arrêter à une façon de voir les choses si aujourd'hui, on a un enfant, le responsable école de natation qui est du même avis, aujourd'hui, un enfant qui ne sait pas du tout nager, qui a l'appréhension de l'eau, qui veut même pas se mettre dans l'eau, pourquoi ne pas intégrer une frite ou un autre matériel? C'est clair que c'est contraire à cette méthode d'enseignement, mais pourquoi s'interdire une méthode? Finalement, prenons le meilleur de chacune des méthodes pour finalement atteindre l'objectif qui est de prendre du plaisir et surtout se déplacer dans l'eau, si on parle encore de cet enfant qui a la peine de l'eau. De toute façon, tu es la preuve vivante que chaque façon d'enseigner la natation ou quoi que ce soit d'autre peut avoir une personne pour qui ça fonctionne. Exact. Parce que c'est la personne, elle a le bon mental, c'est le bon moment. Il y en a plein qui ont été traumatisés par le fait d'avoir été jetés à l'eau. Il y en a d'autres, toi y compris, mais j'en connais plein d'autres pour qui ça a fonctionné. Ouais, je pense que déjà c'est un état d'esprit, mais il faut pas se fermer. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais si ce comme ça ne fonctionne pas pour moi, laisse-toi la possibilité de le voir autrement, de le voir différemment. Il n'y a pas une méthode. Voilà, même Bob Bowman, qui est potentiellement le meilleur entraîneur du monde actuellement, qui a je sais pas combien de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il a Michael Phelps à une période. Il entraîne Léon Marchand. Je suis pas sûr que lui, il ait une méthode pour un jour toujours. Donc je pense que même lui, il se réinvente au quotidien. Et c'est un peu ma façon de voir les choses. Il y a certes une méthode qu'on a appris et autre, mais il faut constamment se réinventer parce que sinon on a un train de retard, voire deux. Et après, on est un peu dépassé. Donc l'idée, c'est constamment de faire évoluer les choses. Et puis en plus, le fait de varier, ça rajoute le côté ludique, le côté découverte pour l'apprenant, pour le nageur. Et du coup, la motivation, elle est d'autant plus grande. Ça revient sur ce qu'on s'est dit quelques minutes avant, sur le geste, la répétition du geste et le fait que ça devienne rébarbatif. Finalement, c'est une découverte, c'est des choses nouvelles presque tous les jours. Donc c'est l'idée de se réinventer constamment pour avancer. On parlait de l'adulte qui vient nager tout à l'heure. Au sein du club, qu'est-ce que vous essayez de faire pour qu'il y ait de plus en plus d'adultes qui viennent à la piscine? Parce que je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec David Sueur.
excusez, où on parlait justement de ce côté-là où c'est compliqué d'aller chercher l'adulte qui, entre guillemets, aurait le plus besoin de venir à la piscine parce qu'il a peur de l'eau, il sait pas nager, ou il n'est pas à l'aise. Est-ce que vous mettez des choses en pratique ou pas pour essayer de les attirer en dehors des 24 heures? La première des choses, c'est l'école de natation, c'est le nom que ça porte chez nous, enfin jusqu'à présent. Voilà, pour dynamiser un peu cette vision école, aujourd'hui on a appelé ça l'Académie des sports aquatiques. Déjà, ça en a enlevé ce Côté scolaire. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. École de natation, il y a la connotation école, très scolaire, encadrée, et finalement l'école c'est pas que pour les enfants. Donc, pour aller plus loin et toucher un public plus large, on a déjà repensé un peu l'appellation Académie des sports aquatiques. Donc finalement, vous venez pratiquer une discipline aquatique et justement pour aller plus loin avec un public large, on a créé une offre très large, on a mis des niveaux. On a plusieurs groupes de niveaux, typiquement, on parle des adultes, on a les aquaphobes, c'est ceux qui ont vraiment la phobie de l'eau, qui ont la peine à rentrer dans l'eau. Donc on a ce premier niveau. Là, on a choisi un bassin ici à Lausanne qui est un peu plus chaud que les autres à disposition. On a une eau de 32-33 degrés. Donc les gens ont du plaisir à aller dans l'eau enfin, parce qu'elle est un peu plus chaude et c'est plus facile. Les gens ont pied. Donc ça, c'est le premier niveau. On a fait ce groupe, c'est un moniteur, maître nageur chez nous, un moniteur qui encadre 5-6 personnes qui ont vraiment la phobie, et pour les rendre les choses accessibles, l'eau elle est chaude et surtout ils ont pied, donc ça devient très facile de pratiquer, on peut les mettre facilement donc ça c'est le premier niveau. Ensuite on a créé un niveau débutant, pareil, un moniteur, un peu plus de monde dans l'eau, mais avec un niveau dédié où tu sais pas nager mais tu es quand même malgré tout très accompagné avec du matériel, sans matériel. Et après pareil, sur des niveaux un peu plus élevés, on a fait 3 niveaux, donc débutant, moyen et intermédiaire, en fonction du niveau qu'on juge, parce qu'on teste tous nos adultes avant le premier cours. Oui, pour leur proposer quelque chose d'adapté. Exactement. On les aiguille dans le bon groupe pour que voilà, ils se sentent pas en retrait du groupe ou trop en avance sur le groupe, enfin sur la philosophie du cours, de manière à toucher un public très large. On a fait un peu ces catégories et après on a fait une offre très large, on a fait des horaires très très larges de manière à ce que les gens puissent finalement venir presque en tout le temps. Le midi, on a énormément de cours ici à la Baudoise, et le soir, de 17h jusqu'à 21h, on a des cours pour les adultes pour toucher un maximum de public. Et quand on a commencé, enfin, il y a 5 ans, on a commencé, j'avais une centaine d'adultes, et là, je crois qu'on est plus de 500 adultes à nager, ou le midi ou le soir. Trop bien. Voilà. Avec toutes ces catégories d'âge et surtout ces niveaux différents, quoi. Un deuxième moyen, je pense, pour toucher, entre guillemets, les adultes, c'est d'intéresser, d'essayer de passionner leurs enfants, pour avoir ce côté, tiens, maman, est-ce qu'on peut aller à la piscine, etc. Vous avez, je suppose, une école de natation? Exactement. Donc, dans cette académie, finalement, on a une école de natation qui est le B.A.B.A, si on peut l'appeler ainsi, ou les prémices de l'enseignement. Donc, c'est les E1, E2, E3, E4. Pour nous, c'est l'école de natation niveau 1, 2, 3, 4. Après, à l'intérieur de ça, on a fait 10 niveaux. Donc, c'est les levels chez nous, de 1 à 10. C'est mis en place par la Fédération suisse. Donc, c'est l'aisance aquatique et après, le fait de se déplacer dans l'eau. Donc, oui, on a ces enfants, et ce qu'on a essayé de faire pour, encore une fois, dynamiser, c'est que sur les 3 lignes qu'on a typiquement à disposition, il y en a une qui est pour l'adulte, mais qui peut nager en même temps que son enfant à côté. Donc c'est un peu voilà, une double offre qu'on propose pour que le parent puisse venir pratiquer sa discipline et qu'en même temps l'enfant puisse découvrir un roi aquatique. Donc on a essayé de faire matcher les horaires en fin de journée pour que les parents qui ont des enfants puissent les devenir sans avoir un souci de garde particulier. Du coup, je suppose que lors des 24 heures, il devait y avoir des scènes un peu sympas de voir toute une famille, voir plusieurs générations qui nageaient pour la même cause. Ouais, parce que justement, si on revient dans les 24 heures, on a ces catégories, puisqu'on a fait pour des résultats. Donc, on a la première catégorie, qui est la catégorie famille, justement. Donc, c'est la famille qui a parcouru le plus de kilomètres. Donc, il y a ou les grands-parents, ou les tontons, tatas, ou les parents, ou les enfants, qui s'inscrivent sous la même étiquette, parce qu'on leur donne, comme des dossards en athlétisme, qu'on leur donne voilà, des tickets d'inscription. Et finalement, ces 10, 15, 20 personnes nagent pour la même famille, et du coup après on a un classement famille. Donc ouais, c'est hyper intéressant. On a quelques familles qui ont 3 enfants qui nagent, et enfin on a une famille au Lausanne Aquatique, on a 3 enfants et un qui plonge. Donc ça veut dire que sur la même famille,
On a 4 enfants qui sont compétiteurs et les 2 parents sont inscrits dans des groupes le midi pour nager. Donc à eux seuls, ils sont 6 à nager chez nous. Et sur les 24 heures de natation, en général, il y a ou le frère, la sœur qui nage à côté, il y a les grands-parents. Donc il y a facilement 12-13 personnes de la même famille qui viennent nager. Voilà, et chaque année, on les connaît. Chaque année, il y a une... C'est drôle. Bon, je lance un défi à ma famille, parce que nous, on est 6 aussi, et la natation était obligatoire. Donc, on sait tous nager, donc voilà. Donc, rendez-vous l'année prochaine. En général, les 24 heures de natation, c'est le dernier week-end de septembre. Dernier week-end de septembre qui chevauche sur octobre. Mais je crois que de tête, ça doit être le 30 septembre, 1er octobre. Je n'ai pas la date pour 2026, mais c'est sensiblement ça. Bien, moi, je serai là. Ma famille, je sais. Mais moi, je serai là avec grand plaisir pour nager. Est-ce que vous avez des gens qui ont nagé 24 heures? Ouais. Il y a 2 personnes. Donc, on a un record chez les hommes. C'est plus de 80 km. Petit Julien Bayol qui a fait 83 km de mémoire. Et cette année, il y a une femme qui a battu le record. Elle a fait plus de 70 km. T'es français? T'es arrivé en Suisse? T'as mis combien de temps de parler suisse, c'est-à-dire 80 et 70? C'est rapide ou c'est long? Mais non, franchement, ça vient très vite. Mais finalement, si tu regardes, c'est hyper logique. 70, 70, 80, 90, c'est tellement plus logique que dire 80, 90. Donc, tu fais une multiplication plus une addition, c'est illogique au possible. Après coup, tu dis 70, tu dis plus, 80, tu dis plus, mais ça vient assez vite. Et ça, c'est pour les plus connus. Après, il y a des choses qui sont drôles. Le linge de bain, donc c'est la serviette de bain. Autant de choses que j'arrive toujours pas à dire. Je l'ai à l'esprit, mais le linge de bain, le caloche de bain, c'est le maillot de bain. Enfin, voilà. Dans tous les cantons, on le dit pas, mais voilà, ça vient assez vite parce que finalement, c'est le langage commun ici. Mais voilà, ça dénote assez vite quand tu dis 70 ici, quoi. Oh oui, il faut que tu t'intègres. Okay. Mais c'est vrai qu'au début, quand on me disait, voilà, des chiffres, qui a compris? J'étais comme ça, qui a compris? Non, personne. Ok. T'aurais des conseils pour ceux qui veulent nager 24 heures sans s'arrêter? Des conseils, un minimum d'entraînement quand même, Je pense que c'est bien c'est 24 heures immergé. Déjà, c'est un milieu aquatique. Le corps n'est pas fait pour vivre plus que tant dans l'eau. Donc, on est plutôt terrestre, mais voilà, passer un petit moment dans l'eau, ça c'est clair. Avoir un peu de technique, on en a parlé avant. Et après, surtout, venir avec un minimum d'encadrement. Je pense que de venir tout seul, c'est pas réalisable. Je pense que c'est bien d'avoir 1 ou 2 personnes, disons du staff, pour t'aider dans la réalisation de ce défi. Mais voilà, s'entraîner un petit moment, pas 1 mois avant, mais voilà, pour nager 24 heures, il faut savoir s'entraîner un bon nombre d'heures avant de venir. Voilà, pour ceux qui sont curieux, j'ai fait un épisode avec Christian Delobel il y a bientôt 8 mois, qui a nagé 24 heures aussi sans s'arrêter. Et donc, il explique tout son entraînement, ses différentes phases, ses différents cycles. Donc, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description. Je reviens un petit peu parce que tu as dit que tu avais une famille complète avec des gens qui plongeaient. Parce que je crois pas qu'on l'avait dit, mais vous avez une fosse à plongeons et des plongeoires, justement. Écoute, depuis 2022, il y a ce bâtiment, c'est la Vaudoise Arena qui a été ouvert en 2022. C'est énorme pour les Lausannois. Ça fait 30 ans qu'ils attendent un bassin de ce type-là. Donc, il a été ouvert ici à Pries, exactement. Il n'est pas sur la commune de Lausanne, mais c'est Lausanne qui a fortement aidé. On a un bassin de 50, 10 lignes de 50, on a une fosse à plongeon, c'est un 6 lignes de 25, et après on a un bassin d'enseignement de 6 lignes de 25. Donc il y a vraiment 4 bassins présents ici à la Vaudoise Arena. Donc on a une grosse activité plongeon au sein du club, qui est Centre national de plongeon. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont aussi construit cette fosse, pour justement dynamiser le plongeon. Après, dans le 10 lignes de 50, on y met évidemment la natation de compétition, parce que s'entraîner en 50, c'est d'autres aspects de l'entraînement que de nager en 25, donc c'est la chance qu'on a. Ensuite, à côté de ce bassin, on y met, bien souvent, on coupe le bassin de 50 en 2 pour y mettre un terrain de water-polo, parce qu'on a une grosse équipe aussi de jeunes à Lausanne. Et après, on a au bout du bassin, le bassin d'enseignement, c'est là où on a notre Académie des sports aquatiques qui évolue sur ces 3 lignes de 25 mètres. Donc si quelqu'un à Lausanne dit qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour faire ce qu'il veut faire dans l'eau, voilà, il y a quand même pas mal de cartes à disposition. Ça c'est clair. On est quand même chanceux, on a ce gros bassin dont on a parlé, mais on a en tout et pour tout 9 bassins situés sur Lausanne et Lausanne Région à disposition du club. Pas à disposition, c'est des surfaces qu'on loue, mais voilà, on a 9 bassins à disposition pour la pratique et le développement de nos activités. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier toi, remercier le club, remercier l'établissement de nous accueillir et de nous avoir permis de faire des
des séquences vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir visuellement ce bâtiment, à aller sur la chaîne YouTube Swim Smart ou laissez-moi le temps de faire le montage, mais je mettrai les prises de vue qu'a gentiment fait Audrey. Merci Audrey. Et c'est son anniversaire. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, c'est pas son anniversaire aujourd'hui, Théo? C'est absolument son anniversaire, donc je suis obligé. Bon, si elle nous écoute, on lui souhaite un bon anniversaire. Ouais, un très bon anniversaire Audrey. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Dans les 24 heures, on a vu que tout se côtoyait et tout se côtoie encore plus parce que vous allez bientôt accueillir la compétition internationale, Lausanne Swim Cup. Avant de parler en détail de cette compétition, pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce mélange, ce bouillon de culture? Entre le sport loisir, si tu me permets, je reviens là sur les 24 heures, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un défi sportif et caritatif, mais dans le cadre de ces 24 heures, pour moi, c'est aussi important parce que c'est une mise en avant du Lausanne Aquatique, de par cette discipline. Aujourd'hui, on fait aussi des initiations, si tu veux, et des découvertes des sections, voilà, un peu minoritaires que sont le water polo, le plongeon, enfin mineur plutôt que minoritaire. Donc l'artistique, le plongeon et le water polo. Dans le cadre des 24 heures, on a évidemment ces deux bassins à disposition, un pour les 24 heures et un autre qui est la fosse. Du coup, on fait découvrir dans le cadre des 24 heures. Donc vous venez en 1 nager pour une cause, en 2 nager pour un défi sportif, mais aussi pour découvrir une pratique d'une discipline que propose le Lausanne Aquatique. Donc c'est aussi pour ça que pour moi c'est important cet événement, c'est justement mettre en avant nos activités qui sont encore méconnues du public. Maintenant, voilà, sur les 3000 personnes que compose le Lausanne Aquatique, pour moi aujourd'hui, l'idée c'est de toucher un public très large et certains veulent venir 1 fois, 2 fois par semaine, mais simplement pour prendre du plaisir avec cette notion de sport, de loisir et surtout garder une activité physique. Il y en a certains qui sont qui ont des vocations de faire de haut niveau. Certes, on est au début du très très haut niveau parce que voilà, les choses avancent et il faut les construire. Et on a des sections sportives qui poussent et qui veulent justement un jour rêver comme moi j'ai pu rêver à participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est toute la démarche que j'ai mise en route, c'est donner les meilleures conditions à ces nageurs, à ces joueurs de water polo, à ces plongeurs et même les filles de la natation artistique pour justement leur donner les meilleures conditions d'entraînement pour un jour, qui sait, aller voir concourir aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et qui sait aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est dans cette démarche que je suis aujourd'hui, les encourager, les accompagner et surtout leur fournir les meilleurs moyens possibles pour évoluer. Oui, parce que les gens se rendent pas compte, mais quand il y a quelqu'un qui est en compétition internationale, parce que déjà y être, c'est déjà du très très haut niveau, non seulement c'est un objectif à long terme pour le nageur, ouais, mais c'est aussi un objectif à encore plus long terme pour la structure qui l'accompagne jusque-là pour son club. Ouais, c'est l'idée en fait. Voilà, c'est toujours un objectif en soi d'aller aux Jeux Olympiques, mais on va pas aux Jeux Olympiques sans avoir fait les steps d'avant, si tu veux. Donc voilà, ma démarche a été d'avoir cette vision, disons par section. Est-ce que sur les 4 sections, on peut y aller? Oui, non. Donc l'idée, c'est de mettre un cadre clair à ce niveau-là, une philosophie ou voilà, un petit bonhomme de chemin pour ces 4 sections. Une fois qu'on a les ambitions d'aller aux Jeux Olympiques, c'est toujours la finalité, mais c'est le meilleur exemple. Je me suis entouré de personnes compétentes parce que voilà, je peux être à la direction du club, mais au bord du bassin, je ne le suis pas aujourd'hui. J'ai besoin d'entraîneurs, de moniteurs, que sont les maîtres nageurs en France. Si jamais des moniteurs ici, c'est plutôt sur l'école de natation et les entraîneurs, c'est sur la partie plutôt compétition. Donc voilà, aujourd'hui, depuis mon arrivée, je me suis entouré de personnes compétentes au bord du bassin justement pour mener à bien ce projet. Voilà, d'enseignement loisir, plutôt sur l'école de nat. Donc on a un responsable de l'école de natation, on a des moniteurs qui sont formés aujourd'hui sur l'enseignement de la natation et d'autres sports. Et sur la partie compétition, voilà, que des coachs, que des entraîneurs qui ont ou un passif de sportif de haut niveau, ou un passif de coach en France ou ailleurs, qui ont déjà brillé, on a quelques beaux résultats. Mais du coup, votre objectif, c'est là, 2028 2028, on y sera à Los Angeles, je l'espère. En vacances, c'est sûr. Non, je rigole. Mais voilà, aujourd'hui, à Paris, en 2024, on a eu un nageur du Lausanne Aquatique Présence, Thiago Béa, qui voilà, c'est un enfant du club, qui a grandi, qui s'est formé toute sa vie ici. Et aujourd'hui, pour ses études, il est parti aux États-Unis.
Donc il a le double projet, il s'est entraîné avec le groupe de Bob Bowman quand il était à Arizona State. Non, le groupe de Bob Bowman a quitté, il est parti à Texas. Donc lui évolue aux États-Unis, il s'entraîne, mais il représente toujours le club. Donc lui, sur les 5 nageurs sélectionnés aux Jeux Olympiques de Paris, il y en avait un du Lausanne Aquatics, ça faisait depuis bon nombre d'années qu'on n'avait pas un nageur en sélection sur des Jeux Olympiques. Donc voilà, on a ouvert cette porte et l'idée c'est de jamais la fermer. Si 2028 on arrive à y mettre des nageurs, c'est tout le bonheur qu'on nous souhaite, mais pas que. L'idée c'est qu'on y soit présent. Dans un premier temps, natation, oui, et j'aimerais qu'on puisse envisager des plongeurs, parce qu'on avait deux plongeurs qui ont fait même un peu plus. Je vais pas fâcher tout le monde. On avait des plongeurs qui étaient pas loin, qui ont fait championnat d'Europe, championnat du monde, mais qui ont de peu loupé à chaque fois la qualification aux Jeux Olympiques. Donc j'ai bon espoir que Los Angeles soit un bel objectif pour tout le monde. Pas une finalité en soi, c'est le début du processus. Je leur donne cette chance d'aller à Los Angeles, mais on ira en Australie si besoin dans 4 ans, enfin dans 6 ans aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut pas sous-estimer l'importance du premier qui montre un peu que c'est possible. On a souvent tendance à dire que comme personne l'a fait ou l'a fait depuis très très longtemps, c'est pas possible. C'est un peu cette démarche, il faut que quelqu'un ait, si tu veux, découvert ou repérer le chemin pour y accéder. C'est un peu dans cette démarche. On a eu Thiago, je crois que Thiago Béat a ouvert cette voie. Ils se sont dit qu'à Lausanne, c'était possible. Donc là, on a une vraie belle équipe de nageurs, on a une vraie belle équipe de plongeurs, mais pas que, des vocations. Et si c'est un nageur qualifié aux Jeux Olympiques, surtout à Paris, ça crée des vocations, c'est l'idée, quoi. Donc si maintenant tout le monde suive un peu ce petit bonhomme qui est Thiago. Et ça montre la voie aux nageurs, mais aussi aux financeurs, je suppose. Ça permet de montrer que le travail il est bien fait depuis plusieurs années et qu'on peut aller dans ce sens. Voilà, c'est toute ma problématique. Je vais rester très positif, je l'ai dit. L'idée c'est de gagner en crédit, en expertise, en toute chose pour justement dynamiser ce club. Donc c'est ma démarche aujourd'hui. Même si on part d'un peu loin, s'il y a autant de choses, c'est tout ça qu'il faut redorer un petit peu, sans dire que c'était catastrophique par le passé. Mais si on veut évoluer, c'est autant de crédits qu'on doit gagner. Ça passe par les résultats sportifs. On a bien évolué depuis quelques années. On peut se féliciter de ça. Mais aujourd'hui, des partenaires, des sponsors, c'est de plus en plus difficile, mais j'ai bon espoir que les gens nous accompagnent davantage sur les prochaines années, quoi. Justement, est-ce que tu peux donner des conseils aux auditeurs, pour ceux qui ont des objectifs à long terme? Et une Olympiade, c'est 4 ans, voire plus. Tu l'as vécu en tant que nageur, tu vis maintenant un peu différemment, un peu plus dans tes bassins. Quels conseils tu donnerais pour réussir ce genre de défi long terme? Je dirais, la première des choses, c'est ne pas voir les choses à 4 ans et surtout jalonner un peu le petit bonhomme de chemin entre aujourd'hui et ces 4 ans, disons. Se faire des intermédiaires, des objectifs intermédiaires pour justement avoir cet objectif final, mais qui ne doit pas être une finalité en soi. Certes, l'objectif final est les Jeux Olympiques, mais il faut sans cesse se réinventer. C'est un peu ce que je disais avant. Mais il y a des étapes au préalable. Si on fait le cycle olympique, il y a des championnats du monde la première année, les championnats d'Europe ensuite, les championnats du monde. Est-ce que finalement, de briller au championnat du monde le lendemain des Jeux Olympiques, c'est le premier objectif? Peut-être oui, mais la première des choses, c'est que je prendrai mon temps pour me fixer des intermédiaires, des objectifs intermédiaires sans oublier le plaisir. C'est certes de briller aux Jeux Olympiques, mais que ça ne devienne pas une finalité. Certes, c'est un événement loupé, gâché, mais la vie continue, quoi. Donc c'est un peu toute cette philosophie de vie. Si j'avais un peu toutes ces choses en tête aujourd'hui, je pense que j'aurais fini différemment. J'aurais une carrière différente. Nager, c'est une chose, mais si c'était à refaire, il faut pas vivre avec de regrets ou vivre dans le passé, mais j'aurais fait un peu autre chose. J'aurais étudié davantage, j'aurais fait d'autres choses. Je me serais ouvert un peu plus qu'à la natation et sorti de mon bocal, je pense. J'aurais découvert un peu autre chose que la natation. Un peu plus tôt. J'en profite, c'est une question que je pose à tous les nageurs de très haut niveau que je reçois. Est-ce que tu penses que ta carrière est réussie? Et si
si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qui manquerait? Alors, comme je viens de le dire, il faut pas vivre avec des regrets, donc je considère oui. Après, oui, il y a quelques revers. Potentiellement les jeux de 2012, c'est potentiellement là où j'étais à mon meilleur niveau. À cette époque-là, j'avais le record de France, j'avais fait des médailles au championnat d'Europe ou au championnat du monde en équipe quelques temps avant. Donc j'étais à mon plus haut niveau et voilà, je pense qu'il y avait des choses que je maîtrisais pas. On parle beaucoup de préparation mentale, mais aujourd'hui, je pense qu'à ce niveau-là, j'étais mal équipé, je pense. Voilà. Donc je nageais potentiellement pas pour les bonnes raisons. Ou il me manquait le mode d'emploi voilà, pour sublimer mon niveau à ce moment-là. Donc c'est un petit revers que j'ai, c'est des regrets que j'ai aujourd'hui, mais j'arrive quand même à vivre avec et me dire que finalement j'ai passé du bon temps et que ma carrière est finalement réussie. Alors, si je pose la question, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, Non. mais c'est parce que il y en a plein qui se disent j'ai raté un objectif, donc j'ai pas réussi. Et voilà, alors non, on a plein qui disent ça et qui disent du coup, bah j'arrête de nager. Alors que bah j'ai posé la question à Jérémy, à Clément, à David Smetanine aussi, et tous ils se dit bah il y a des trucs que j'ai pas réussi et d'autres trucs que j'ai réussi. Et au final, le fait de rater entre guillemets un objectif, c'est pas pour ça que la carrière elle est... Non, mais c'est pour ça. Après, certes, il y a des objectifs qui sont plus importants que les autres, des uns des autres, mais voilà, je pense que constamment, pour moi, il faut se réinventer, voir les choses constamment différentes. Certes, on veut une médaille aux Jeux Olympiques, mais s'il y en a pas, on peut jouer sur un meilleur temps réalisé, une bonne plaf. Enfin, il y a autant de choses que tu peux facilement envisager que simplement de dire je veux une médaille aux Jeux Olympiques, quoi. C'est un objectif, mais voilà, ça doit pas nous mettre plus bas que terre si l'objectif n'est pas atteint, quand il faut se donner d'autres objectifs qu'on peut envisager d'atteindre. Je continue de rebondir là-dessus. Moi, j'ai voulu être nageur en équipe de France pour recevoir le survêtement. C'est ça que je voulais. Jérémy m'en a parlé en disant que lui, ce qu'il avait marqué, c'est les paires de chaussures qu'il recevait. Ouais, c'est vrai. Toi, il y a un élément comme ça où tu t'es dit, c'est bon, je suis en équipe de France, qui te reste. Ouais, il y a une chose pour tout mon sportif, je sais pas d'où ça vient. Voilà, peut-être que c'est l'emblème, que c'est l'institution, mais ces anneaux olympiques, enfin, ça a toujours généré, enfin, pour tout sportif et surtout pour nous les nageurs, ces anneaux olympiques sur un t-shirt, sur un survêt, je sais pas, ça, comme une fierté, voilà, comme si on avait une médaille incroyable ou je sais pas, une couronne. Enfin, voilà, pour moi, ce qui était choquant, c'était ça, c'est de recevoir à chaque fois, on était en équipe de France, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. On a eu de la chance, nous, d'être mieux lotis que la nouvelle génération, mais à l'époque, il y avait une grande marque de sport, 2008, et qui équipait voilà, tout le village olympique et surtout l'équipe de France. Et on arrivait, on avait 3-4 valises, on était habillés en civil, on était habillés en sport, mais pendant 15 jours, on venait presque avec ses sous-vêtements et c'était tout, quoi. Et le maillot de bain quand même pour nager au jeu. Mais voilà, c'était assez délirant la quantité de matériel qu'on recevait. Et voilà, on était comme des enfants à Noël, quoi. Donc on recevait, je sais pas, 4 valises de matériel avec tout logoté Jeux Olympiques, équipe de France. Donc voilà, pour moi c'était dingue, c'était une fierté, c'était Noël avant l'heure. J'ai pris des fois de Maxi Bestop juste pour avoir le verre avec les anneaux olympiques au public. Je peux te comprendre que si en plus tu ne payes pas et que c'est parce que tu l'as vérité, je doute que ça doit être Ouais, marquant, quoi. Mais voilà, je sais pas, je pense que c'est l'institution, le fait de cette image des Jeux Olympiques, voilà, ça génère, enfin, en moi, ça générait des choses assez hallucinantes et du coup, on l'a presque tous tatoué sur le corps, quoi. Qui a bien souvent, au lendemain des Jeux Olympiques, parce qu'on les a fait, parce qu'on a eu des médailles, les athlètes se le tatouent même sur le corps. Moi, je ne les ai pas, les années olympiques, mais j'ai fait autre chose. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que tu as fait, du coup? Du coup, pour éviter ça, comme tout le monde, j'ai sur le mollet, j'ai des lettres chinoises, donc qui veulent dire les Jeux Olympiques de Pékin en chinois. D'accord. Très bien. Mais c'est à double tranchant parce que il y a pas longtemps, je vais faire un interview au Centre aquatique olympique à Paris. Et il disait qu'il y en avait plein qui n'osaient pas aller nager là-bas parce qu'il y a les anneaux olympiques, parce que c'est la piscine des Jeux Olympiques et du coup, ils s'estiment pas légitimes pour aller dans la piscine. Et c'est là où je rebondis et je reviens sur ce qui était sur notre fil rouge, sur le fait de l'importance de mettre des compétitions internationales, là où des gens, entre guillemets, lambda, nagent. Quel est ton avis?
Alors, en fait, moi, mon maître mot, c'est de rendre accessible finalement la pratique à tous. Avant d'être champion olympique, on a bien commencé dans la pâte aux joies avec le bébé nageur. Voilà. N'ayez pas cette crainte de vous dire, c'est un bassin de 50. Il y a Léon Marchand qui a nagé dans ce bassin. Finalement, avant d'être Léon Marchand champion olympique, il en a fait des longueurs sans savoir les nager. C'est vraiment cette idée de finalement, tout le monde peut le faire à son niveau. Et donc, c'est la première édition de votre Alors, Lausanne Swim Cup? non. Non, tu m'as dit... On en a fait 5 auparavant. On en a fait 4 entre 2016 et 2020 en bassin de 25. Avant que la Vaudoise Arena ouvre, on était à Morteau. C'était, le concept était le même, mais en bassin de 25. En 2023, à l'ouverture, on a changé un petit peu le concept, mais ça reste le meeting international de référence en Suisse, ici à Lausanne, capitale olympique. Pour dynamiser un petit peu tout ça, on avait demandé à un certain Florent Manedou d'être ambassadeur de la manifestation. Donc voilà, on s'est servi de son image. Et pour aller encore un peu plus loin, cette année, comme je suis presque suisse, ça fait presque 10 ans que je suis ici, maintenant on a demandé à Noé Ponty, qui est le nageur suisse du moment, qui est recordman du monde sur certaines épreuves de papillon et champion du monde anti-bassin sur certaines épreuves aussi en papillon, d'être notre ambassadeur, comme il est très très connu ici en Suisse. Donc il a accepté, et à partir du 13 mars, du 13 au 15 mars 2026, ici à la Vaudoise, on aura la chance de le voir évoluer lui, mais d'autres champions olympiques, champions du monde et champions d'Europe qu'on vous laissera découvrir entre la semaine prochaine et le 13 mars. Teasing, bravo. Je suis allé sur la billetterie, qui est ouverte depuis le jour où on enregistre, depuis quelques jours seulement. Depuis vendredi, la semaine dernière, donc le jeudi 15 janvier. Et j'avoue que j'étais surpris du prix très attractif des billets. C'est le côté suisse, le côté international, moi j'ai quelques noms, donc je sais le niveau que ça va être. Je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou c'est quelqu'un d'autre qui a dit? Non, c'est vraiment de rendre accessible malgré tout. C'est quand même pas souvent qu'on arrive à avoir autant de nageurs de très très haut niveau. C'est justement pour ça, c'est pour que finalement les gens puissent facilement venir les côtoyer. Donc il y aura bon nombre d'actions entre le jeudi, parce qu'il y a les entraînements de compétition, mais on va ouvrir au public, donc ça sera gratuit, les tribunes seront ouvertes et de près ou de loin, vous pourrez au moins voir évoluer en maillot de bain sans les combinaisons, mais voilà, c'est la première action. Après, il y a des actions pour les écoles, le vendredi, pareil, c'est gratuit pour les écoles, donc les écoles pourront venir, les écoles de Lausanne et sa région, justement pour découvrir la pratique du sport et de sport de compétition. Après, il y a beaucoup d'actions tout au long du week-end, mais vraiment, ma volonté, c'était de le rendre accessible. Après, oui, il y a des places qui sont un peu plus chères avec le Bible, il y avait des accès privilégiés, le bord du bassin, l'accès expérience. Mais ma démarche était de dire, c'est pas trop cher pour qu'on ait un maximum de monde pour justement encourager derrière les retombées. Oui, les prix étaient clairement accessible. Je ne sais pas comment ça se passe pour qu'un média demande une accréditation presse pour cet événement. Vers qui il faut qu'il se tourne? Imaginons que c'est un petit podcast indépendant. À qui lui envoyer un mail pour... À swimcup@lausanneaquatique.ch. Ça marche. Et la personne en charge de la communication vous répondra. D'accord, très bien. J'enverrai ça. Moi, j'ai rien de prévu en mars. Et c'est un de mes objectifs là, d'essayer d'aller sur des événements comme ça, justement, pas pour rendre c'est plus accessible et montrer un peu l'intérieur de ça. Tu parlais vous avez un parrain. Comment ça se passe pour qu'ils disent oui? Est-ce qu'il dit oui rapidement? Est-ce que tu dois vendre le truc? Comment j'ai accès? Déjà, c'était un peu facile parce que je le connais. Il m'a pas vu évoluer, nager. Mais en tant que nageur, on s'est rapidement côtoyé. Après, en étant en Suisse, au bord du bassin, la Suisse, c'est quand même très accessible. Les compétitions sont plus petites. Les très, très bons nageurs, on les voit régulièrement parce qu'il y a 50 bassins. Voilà, la facilité d'accès avec ces nageurs, elle est différente de la France. Et après, c'est simplement un montant sur un chèque. Combien tu veux? Non, c'est pas vrai. Non, mais lui aussi a conscience de son aura et de sa crédibilité en Suisse, de part de ses résultats. Mais son aura, il en a conscience et c'est justement aussi grâce à ça que je lui ai demandé pour qu'il accepte. Et finalement, pour lui aussi, c'est une chance. Ça lui évite d'aller aux États-Unis, d'aller au Japon ou d'aller en Asie pour rencontrer les meilleurs nageurs.
eux, ils viennent chez lui, il a une demi-heure ou 1 heure de train pour être ici, et ça l'arrange presque mieux de l'avoir ici plutôt que d'aller à l'étranger pour le faire. Donc, c'est autant d'éléments qui l'ont motivé, et lui aussi est dans cette démarche d'avoir des champions aussi en Suisse. Lui est l'un des meilleurs nageurs suisses, mais si on peut en avoir 5, 10 de plus, il ne serait pas mécontent. Ça tire tout le monde vers l'eau. Exactement. Donc, c'est autant d'éléments qui m'ont permis de le convaincre. Voilà, il y a toujours des contrats et autres à gérer, mais voilà. Dynamiser la natation, c'est sa volonté aussi première. Donc, ça n'a pas été très difficile de le convaincre. Alors, pour l'instant, Swing Smart n'est pas encore très, très écouté en Suisse. Ouais. J'ai les statistiques, c'est pas mon lieu de prédilection. Et du coup, tu peux nous répondre. Est-ce que c'était votre premier choix? Nous répondiez? Oui. Le seul choix, parce que, en 2023, on n'était pas encore sur la fin de... Voilà, il avait pour ambition de faire les Jeux Olympiques. Voilà, on se connaît assez bien, donc c'était très facile pour moi de lui demander. Après, il l'a gentiment accepté. Voilà, après, il y a eu des conditions et autres, mais voilà, Florent le lâchait pour nous aider. Et Noé est aussi dans cette démarche. Donc, voilà, pour le moment, nageur suisse, c'est lui le plus connu. Puis, il n'y avait pas de raison de demander à quelqu'un d'autre. Donc, ça, tu pourras lui donner le lien pour qu'il écoute l'épisode. Et vu que tu dis du bien de lui, ça va faciliter ça. Tu m'as un peu expliqué tout ce que tu avais prévu, enfin ce que vous aviez prévu en termes de show, parce que la natation paye encore son statut de c'est pénible, c'est pas intéressant. Mais vous voulez vraiment faire un grand spectacle de ce week-end-là? En fait, ce qui fait la particularité de cet événement, certes, au-delà du fait qu'il y a les meilleurs nageurs ici, c'est que tout le bassin est mis dans le noir et finalement, ça devient un vrai show, un spectacle de natation. Donc, au-delà du fait des résultats et peut-être des records qui sont dans le bassin, il y a toute une animation. Cette année, on a pris un LED de 25 mètres pour faire justement des animations visuelles et que ça soit très animé au bord du bassin avec plein de lumière. On va tirer des rideaux énormes parce qu'on a une hauteur de plafond de 17 mètres. On va tout couvrir, tout mettre dans le noir. Et sur les finales le soir, quand on sera d'être dans l'obscurité, on mettra des jeux de lumière en même temps que ça nage pour rendre l'événement encore unique et spectaculaire. Parce que le rendre accessible, c'est aussi le rendre attrayant, le rendre intéressant. Exactement, c'est pour ça qu'au bord des bassins, il y aura des tribunes pour les spectateurs, pour rendre un peu comme au basket, avec cet accès en courtside. Si tu veux, tu es juste devant le joueur. Nous, ça sera pareil, tu seras juste devant le nageur. Par contre, venez avec un kawaii, vous risquez d'être éclaboussé. Après, pareil, il y a les nageurs, on a mis des tribunes de manière à ce que ça fasse comme une arène. Il y a un peu de supporters de part et d'autre du bassin. Et après, on attend jusqu'à 700 personnes en haut dans les gradins, chose qu'on avait réussi à faire en 2023. Les finales, c'était complet. À chaque fois, on n'avait plus de place. À côté, il y a un restaurant où les gens mangeaient justement pour avoir l'occasion de voir les courses. Donc justement, on les encourageait à manger pour regarder les courses. Certes, ils n'avaient pas le son, ils n'avaient pas la vidéo parce que c'était direct derrière les grandes baies vitrées. Mais voilà, on va essayer de trouver de la place pour accueillir encore plus de monde cette année en respectant les normes de sécurité, ça c'est clair. Mais voilà, 700 personnes en haut, 300-400 nageurs en bas, plus les coachs. Il y a environ 1500 personnes qui seront dans cette arène pour faire du bruit, encourager tout le monde et faire de cet événement une fête du sport. Le restaurant, c'est là où on a pris le café tout à l'heure? Oui, exactement. Donc oui, si vous êtes près des baies vitrées, vous surplombez le bassin. On a l'impression qu'on va tomber dans l'eau si on se penche trop. C'est ça. Donc ça doit être quelque chose d'assez attrayant. Tu parlais de peut-être des records du monde, des records de battus. Toi qui l'as vécu en tant que nageur, c'est quelque chose qu'on arrive à dire, tiens, là, il y en aura qui vont être battus. La première des choses, c'est que si ils le font ici, ça c'est une petite, pas une nouveauté, c'était déjà le cas en 2023, mais ce meeting est labellisé World Aquatic, donc ça veut dire qu'on a dû remplir un cahier des charges avec des mesures, avec une température de l'eau, un pH de l'eau, enfin toutes ces choses assez drastiques, mais on l'a fait, ça a été validé, donc il est sur le calendrier de World Aquatic, donc tous les nageurs aujourd'hui dans le monde peuvent venir concourir à ce meeting, dès lors, parce qu'on a mis des temps de qualif, mais c'est assez accessible au monde entier. Et une fois que vous y êtes, vous avez la possibilité de, en un, faire un temps de qualif pour un championnat d'Europe qui sont cet été, et en deux, viser un objectif qui est un record d'Europe, un record national, ou même un record du monde. Donc, pour en revenir à ta question, est-ce que de viser un record du monde sur un meeting
oui, tu peux avoir cet objectif. Maintenant, les records du monde sont quand même très, très compliqués. C'est bien souvent plutôt sur une qualif ou sur un championnat international que tu vises. Mais voilà, après, si tu es dans un état un état de fraîcheur, un état de progression constante et que tu avais déjà le record du monde, donc tu peux l'envisager, oui. Je reviens sur le cahier des charges parce que j'ai joué au waterpolo au club de La Roche-sur-Yon. Ils avaient fait tout un bassin pour que Laure Manodou vienne battre un record du monde. Et sauf que ils se sont rendus compte quelques temps avant que la piscine n'allait pas être homologuée, qu'il restait Il calculé. manquait 1 centimètre, je Ouais, pense, ouais. avec les plaques. C'est ça, ils n'avaient pas compté les plaques. Souvenir d'éléments un peu compliqués à faire valider dans le cahier des charges de votre pote. Ouais, exactement. Là, on parle de mesures. Typiquement, 48 heures avant le début de la compétition, on doit faire venir un géomètre. Une fois que le bassin est aménagé en version compétition, on doit refaire les mesures. Donc, on a mandaté une société justement pour toute cette prise de mesure. Donc, il doit attester la conformité avec les plaques, le matériel, l'alignement. Et ça, 48 heures avant le début de la compétition. Donc, je peux même pas le faire actuellement. Il n'y a personne dans le bassin. Il faut que je fasse tout ça presque la veille de la compétition et s'assurer que ça soit conforme. Donc, s'il faut, aujourd'hui, c'est tout bon. Et dans 2 mois, les murs du bâtiment, on dit. Tremblement de terre d'ici là. Exactement. C'est possible que, je sais pas si c'est zone sismique ici. Merci de ton soutien, Théo. Donc, si tu peux nous éviter de nous porter la poisse. Normalement, ça bouge pas trop par ici et les murs ne bougent pas. Mais voilà, on a cette contrainte qui est pas évident à gérer. Veille d'une compétition, on a d'autres choses à gérer que de gérer des mesures d'un bassin, quoi. Mais voilà, ça fait partie des contraintes. Après, on a d'autres mesures avec l'écartement des lignes, pareil, à vérifier qu'on respecte bien la mesure. Autant J'en profite d'avoir quelqu'un qui est au creux, au cœur d'une organisation d'une telle compétition. Qui choisit, parce qu'il faut un surveillant de bassin, qui le choisit? Est-ce que c'est vous ou c'est notre organisme qui doit le fournir et choisir? Alors, nous, c'est très simple. Lausanne Aquatique, si tu veux, loue des espaces. Typiquement, la Bordeaux Arena, on loue des espaces dans le bassin qu'on a à la mise à disposition, qu'on paye ou un loyer sous la forme d'une convention. Et dans cette convention, on choisit les lignes, si tu veux, de la mise à disposition, soit du matériel, soit des lignes, soit du personnel. Alors, c'est autant de choses. Moi, j'ai pris la complète. On a tout la mise à disposition du bassin avec le personnel, mais pour les premiers secours, formés pour la surveillance, formés pour l'entretien. Nous, on ne gère pas, si tu veux, on délègue tout ce fonctionnement à la Bordeaux Arena, et c'est eux qui mettent en gros le protocole médical sanitaire et toutes ces choses, c'est eux qui gèrent, quoi. D'accord. Ils ont des gardes-bains. Oui, garde-bain, c'est un mot très suisse. C'est une personne qui fait comme son nom l'indique, qui garde le bain, donc qui est sur la surveillance des bassins, mais qui ne fait pas d'enseignement. Un garde-bain surveille les espaces et un moniteur enseigne. Voilà. Donc, c'est 2 postes différents. En France. Exactement. Donc, parce que c'est toujours une place prisée. La personne qui va surveiller le bassin quand il y a une compétition internationale. Du coup, il ne paye pas son ticket et il est au premier rang pour voir les meilleurs nageurs. Et puis, c'est rare qu'il soit mis à contribution. J'ai pas souvenir qu'il y en a un qui l'éponge, mais Non, c'est clair que c'est le job rêvé. Enfin, on est censé surveiller des nageurs de très très haut niveau. Donc, logiquement, c'est une journée tranquille, mais sait-on jamais. voilà. La pression parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Exactement. S'il a mis à contribution, il doit être parfait parce que il va être un petit peu épié. Je pense. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. C'est 11h, tu m'avais dit. Ouais, volontiers. Donc, il nous reste quelques minutes pour les dernières questions. Oh, ça va vite, hein. Ouais. Je prends ça comme un compliment, mais tu sais que je stresse toujours quand j'ai des gens, entre guillemets, habitués aux interviews, comme ça. Bon, ça vient Un stress de poser des questions intéressantes que tu passes un moment aussi intéressant. Et j'espère parfois pas avoir fait trop de doublons avec d'autres questions aucun problème. Qu'on a déjà pu te poser. Est-ce que tu te souviens à quel moment, si ça arrivait, où tu t'es considéré comme nageur? Elle n'est pas facile, celle-là. Ouais, tu peux la reformuler ou pas? Je pose cette question à tout le monde parce qu'il y en a plein qui disent « Non, mais de toute façon, moi, je suis pas nageur. » Parce que blablabla. Donc, je demande à chacun des invités est-ce qu'il se considère comme nageur? Et si oui, à partir de quel moment? Pour montrer que, en fait, chacun met la barre où il... Non, mais non, je te taquine en reformulant la question. Mais pour moi, être nageur, c'est simplement... voilà, j'ai un petit garçon de 7 ans. Dès lors où il était autonome dans l'eau, on peut considérer que c'est un nageur. Après, voilà, tout dépend du niveau de performance et du niveau d'exigence. Mais voilà, moi, rapidement, je lui ai montré voilà,
les premiers signes d'un nageur, la tête sous l'eau, autant de choses que je lui ai montré. Il avait même pas il avait quelques jours, quelques semaines. Je le mettais déjà dans le bain à faire des immersions totales. Sa maman, elle était, oh non, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le tuer. Mais finalement, on a vécu, enfin, lui, il a vécu 9 mois dans le ventre de sa maman. Il était déjà baigné dans l'eau, quoi. Donc, voilà, c'est autant de choses. Pour moi, être nageur, c'est, oui, dès lors où on est en mesure de se sauver, c'est parti, quoi. Après, ne pas se noyer, savoir se déplacer, c'est autant d'éléments qui te disent, enfin, qui te permettent de te dire, je suis un nageur. Après, nageur de haut niveau, ça veut dire quoi? Forcément nager vite au 100 mètres nagés, oui. Mais savoir se déplacer, c'est être nageur, déjà. Bah, très bien. Pour faire grandir Swim Smart et pour inviter des gens auxquels j'aurais pas pensé, est-ce que tu peux me conseiller une personne à inviter et avec qui tu peux me mettre en contact? Très facile. Avant, tu m'as parlé de Marseille et Romain Barnier, voilà. Un emblème du cercle de nageurs Marseille, il m'a fait venir, il m'a entraîné quand moi j'étais à Marseille, donc ça reste un ami aujourd'hui. Quand je le revois, quand je descends à Marseille, ça m'arrive bien souvent de le voir, donc c'est pour moi assez facile de contacter en disant écoute Romain, Swim Smart. Excuse-moi. Va falloir t'entraider. Swim Smart, pardon. Oh là là. Il faut couper. Jusque-là, c'était Il faut couper. On peut refaire si tu veux. Non, mais voilà, Romain Barnier, si tu nous écoutes, je t'encourage à le faire. C'est une chose qu'on peut essayer d'envisager si tu passes quelques jours en Marseille, quoi. Ah bah, avec plaisir. Et puis, j'avoue que j'ai beaucoup écouté, beaucoup lu sur Romain Barnier, qui est un entraîneur. Quand moi, je commençais à être entraîneur, il était très présent et du coup, et puis j'étais un peu fan et jaloux de sa barbe, parce que moi, ma barbe ne pousse absolument pas. Tu auras l'occasion de le dire maintenant. Il fait un peu des deux. Il était très, très axé natation. Aujourd'hui, il est très axé water polo. Il s'est remis au bord des bassins, encadrer les nageurs. Mais voilà, c'est pour moi une personne très humaine qui m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie et des valeurs qui sont essentielles pour moi aujourd'hui dans ma vie d'adulte et plus de sportif. Et la dernière question, pour finir en beauté, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à prendre du plaisir dans l'eau? Conseil numéro 1, le plus important, quelqu'un qui vient te voir et qui dit non, moi j'arrête, je prends plus de plaisir. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Imagine que tu es dans l'eau et personne vient te casser les couilles. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais finalement, tu vois, on est tellement sursollicité aujourd'hui, je trouve, en 2026, par toutes ces applications, tous ces réseaux sociaux, tous ces téléphones. Enfin, moi, je le vois, c'est constant. Et c'est pour moi le meilleur moment où je tourne la prise, je la débranche et hop, stop, personne me parle, je suis tranquille. Moi, je trouve que c'est un moment de recueillement. Certes, c'est un moment de sport, mais franchement, on est tranquille. On est ultra sollicité constamment sur la route. Il y a des embouteillages dans les transports en commun, toutes ces choses. Allez-y, quoi. On vous laissera tranquille pendant 30 minutes, 40 minutes. Vous trouvez une ligne où il n'y a pas trop de nageurs. Vous mettez dans la bonne ligne, vous êtes tranquille. Hop, si vous êtes vraiment bien, vous mettez un casque aussi, avec un peu de musique. Et ça vous permet de voyager 30 minutes, 40 minutes ou 24 heures, ceux qui le veulent. Mais voilà, c'est pour moi un précieux moment de tranquillité. Mais c'est top parce que moi, c'est l'objectif numéro 1 des échauffements, parce que j'accompagne des nageurs. Et l'objectif numéro 1, je leur dis, t'arrêtes de t'échauffer quand, premièrement, tu sens que t'es un peu chaud et que les muscles ont un peu travaillé, mais surtout quand t'as déconnecté du reste, que tu penses plus au mail auquel t'as pas répondu, que tu penses plus à la réunion, à l'engueulade avec ta femme ou ton conjoint. Ou un collaborateur aussi. Oui, un collaborateur. Mais je te rejoins là-dessus. Mais pour moi, c'est une vraie soupape ou une bulle d'oxygène. Alors, j'ai la chance d'avoir les bureaux dans cette installation. Je n'ai pas retrouvé monstre plaisir à renager, donc je fais d'autres sports aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est un moment à moi où il faut pas s'oublier et nager 30 minutes, 40 minutes ou plus. Voilà, pour moi, c'est important. On est encore au mois de janvier 2026. Qu'est-ce qu'on année? Oui, une fois une année, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Écoute, une belle réussite, puisqu'on en parlait avant de cette Lausanne Swim Cup, qu'on est finalement tous ces champions. J'ai des confirmations de venue, mais tant que j'ai pas les engagements et surtout, tu sais comme c'est, tant qu'ils sont pas derrière le plot au moment du départ, hein, on n'est jamais serein. Donc sur cet événement, une belle réussite. Et que finalement, ça comme on l'a annoncé, une fête du sport, que ça le reste, qu'il ne se passe rien. Il y a eu un incident dramatique en Suisse là, il y a quelques semaines, qu'on ne l'oublie pas, mais qu'on arrive gentiment à avancer, parce que c'est quand même
assez pesant pour tout le monde. Donc, voilà, que ce genre de choses n'arrive plus en 2026, que les gens soient un peu plus intelligents dans leur quotidien et qui posent leur téléphone et qui profitent de la vie. Ah, c'est top. Est-ce que tu peux juste reciter, parce que je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'association pour les... C'est la Fondation Planète Enfants Malades. Donc, ils sont situés au CHUV, donc le centre hospitalier de Lausanne. Donc, c'est une fondation qui est directement rattachée aux enfants, au service pédiatrique et par la main. Donc, c'est vraiment des activités et redonner, parce qu'on était sur une notion de plaisir, donner du plaisir et du sourire à tous ces enfants. Donc, il y a un bon nombre d'activités. Donc, la présidente et la directrice que je connais très bien en parlerait bien mieux que moi, mais voilà, je me suis engagé à aller les voir, ces enfants, donc je vais y passer. Voilà, c'est beaucoup de choses que je faisais quand j'étais à Marseille. J'adorais le faire, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas, voilà, de donner du plaisir et le sourire à tous ces enfants. Donc évidemment, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à partager. C'est gratuit. Je suppose que vous pouvez faire des dons aussi si vous voulez. Rien qu'un partage, rien que d'en parler autour de vous, ça aide des associations et c'est important. C'est clair. Un grand merci. Tu m'as donné jusqu'à 11h, j'ai tout pris. Il est 11h. C'est parfait. Merci Théo. Merci à toi, un grand plaisir et une grande fierté de t'avoir à mon micro. Puis passe une belle fin de journée, puis à très vite. Merci à toi et toute bonne suite pour Swim Smart. Bravo. Allez, au revoir à tous.